il y a des gens... J'avais jamais entendu parler. Witold Pilecki, Frédéric Hohenstaufen, Magellan, évidemment, tout le monde connaît. Il mélange le tout. Stephen Hawking, les Ordinary People du 11 septembre, il faut rappeler. Une histoire extraordinaire. Extraordinaire le 11 septembre, parce qu'on parle toujours, mais on ne parle pas des petits, des sans grades qui étaient là. Et aussi Gandhi, et aussi Mandela, et aussi, évidemment, le banquier nazi Almar Schacht, incroyable, Elon Musk, bien sûr, et rappelons-nous Coderlo de Laclos, Casanova, bien sûr, et l'amour de votre vie, la femme de votre vie, la femme vie, Alexandre Jardin. Et c'est vrai que c'est un bréviaire, et ça nous touche, hein, tous, c'est un bréviaire du non-conformisme, et je dirais de la conformisme, L-A-F, L''A, pardon, conformisme, voilà. Et oui, et comme l'écrit effectivement Alexandre Jardin dans son livre qu'il a publié hier, donc Les Magiciens chez Albin Michel, ces gens-là, eh bien, perforent les tabous en vigueur, résistent aux oukases. Des installés refusent de penser au pas de loi. Ils sont des grands défenseurs de certitude, des aérateurs d'idées, des décapeurs de lieux communs qui allègent le monde de ses corsets de trouille. Alors, agissons en pirates, au diable les prêtres, du déjà pensé. Bonjour Alexandre Jardin et merci d'être avec nous donc sur Sud Radio jusqu'à 14h. Alors racontez-nous qui sont ces hommes, parce qu'ils ont complètement révolutionné votre pensée et votre façon d'agir. Comme André vient de le dire, ce sont des gens qui, pour la plupart, ne sont pas connus. Parce que les sociétés les enterrent. Ce sont à la fois les gens qui font basculer l'histoire et qui emmerdent les conformistes. Donc, à un moment, on les enterre. Par exemple, en France, on étudie Saint-Louis. Mais il y a un contemporain qui est Frédéric de Hohenstaufen, qui prend une décision au XIIIe siècle prodigieuse. Rappelez-la, c'était quoi ? Tout d'abord, pour comprendre comment il prend cette décision, sa famille régnait sur le Saint-Empire romain germanique et ils ont perdu le pouvoir. Donc il grandit dans la rue, sur les quais, en Sicile, sauf qu'à l'époque, la Sicile est sous domination musulmane. Donc il est arabophone. C'est un Germain, un géant blond. Il apprend l'arabe. Enfin, il connaît l'arabe. C'est sa langue maternelle. Sa langue maternelle, d'accord. Donc il est arabophone. D'accord. Donc il est au courant de toute la science expérimentale arabe. Très très vite, il s'intéresse à ça. Et quand il reconquiert l'empire de ses aïeux et il reprend le trône de Charlemagne, il le fait entre 16 ans et 18 ans. Il monte sur un cheval avec 30 mecs et il lui arrive une épopée phénoménale. Quand Nietzsche parle du surhomme, il parle de Hohenstaufen. Et quand il accède au pouvoir, il va prendre une décision historique phénoménale dont nous sommes tous les héritiers, changer le mode de pensée des Occidentaux en important dans les universités d'Occident les professeurs arabes de sciences expérimentales. Il jette les bases intellectuelles de la Renaissance qui va éclater après, mais c'est un décret impérial. Est-ce qu'on imagine encore aujourd'hui un politique qui prendrait en charge le destin de la psyché humaine ? Hohenstaufen, c'est ça. En amenant des professeurs chinois, birmans ou un peu partout. Oui, non, mais est-ce qu'on serait capable de ça ? Il y a un autre Hohenstaufen en Asie, qui est Mutsuhito, qui est l'empereur Meiji. Japonais. Japonais, oui. Et qui comprend à un moment que toute l'Asie est en train de se faire coloniser. Et il dit, nous, ça va pas nous arriver. Il est conscient que les Incas ont disparu. Et il décide d'occidentaliser le Japon, qui était le pays le plus fermé au monde. Et il va les faire rentrer dans le calendrier grégorien. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça signifie. Il transforme ces samouraïs en patrons d'industrie. Donc il mène une révolution psychique, mentale. Et ce livre, Les Magiciens, je le publie parce qu'on est au niveau zéro en ce moment. Je veux dire, on est au niveau zéro de la créativité collective. Je dirais presque moins que zéro. Voilà. Enfin, on est sous la mer. Moins de degré, oui. Mais je publie ce livre pour qu'on lance sur les réseaux une révolution des magiciens. Oui, parce que ce livre, en fait... Une réflexion collective. On va faire des Facebook Live partout à partir de ma page. Je ne veux pas que la France s'arrête. Je ne veux pas que ce soit un pays de naze. Je ne veux pas. Oui, parce que ce livre, il faut le préciser, c'est 40 protocoles de désobéissance totale. Oui, psychique. Psychique, oui. Parce qu'en fait, il n'y a pas de fatalité lorsqu'on regarde mes magiciens. Non, c'est vrai. La vraie fatalité, c'est lorsqu'on est bloqué dans son mental. Quand on est pris par un univers mental qui est trop étroit et qu'on ne voit pas les solutions. Et je vous prends un autre penseur que j'adore, ça naît de la psycho, type qui s'appelle Milton Erickson, qui est le père. Alors, rappelez Milton Erickson c'était quand ? Il meurt en 80. Il meurt en 80, d'accord. Donc c'est le XXe siècle. Oui, voilà. Il meurt en 80 et on le connaît encore dans le monde de la psycho.
il y a des thérapeutes ericksoniens. Mais sauf que la pensée d'Erickson peut s'appliquer à tout. De quelle façon? Décrivez-la, oui. C'est le père de la communication indirecte. C'est-à-dire que vous et moi, on a grandi dans un monde où quand on veut dire quelque chose à quelqu'un, on le lui dit. On n'est pas éduqué, notre cerveau n'est pas formé pour créer une situation qui va le dire. Je vais vous prendre... prenons un exemple concret. Prenons un exemple. Oui. Un jour, j'arrive en banlieue, dans un bahut qui s'était effondré, il y avait tellement de bordel que les profs venaient plus. L'éduc CNAT trouve un type qui s'appelait Ignacio, je ne sais plus comment, qui arrivait d'un lycée français d'Amérique du Sud, et on lui laisse carte blanche. 3 mois après, j'arrive, je rentre dans le bahut, il y avait 250 gosses dans la cour, au milieu d'une cité, un petit prof de musique avec un pupitre qui leur faisait chanter un home. Puis du grégorien. Sans leur dire de se calmer, sans dire rentrer calmement. Il les a mis quasiment en hypnose, il les a calmés, ils sont rentrés en classe. Il avait ensuite formé les autres enseignants qui refaisaient chanter en début de cours. Le homme et tout ça. Enfin, Oui. Le côté zen, Oui. Et ça Le- marchait. Prodigieux. L'action éducative a redémarré. Coût zéro. Pas de loi à pas de loi au Parlement, truc. Il y a simplement une stratégie indirecte. Je vais vous en prendre une autre. Ouais, allez-y. Au début de l'été, je rentre dans un village en France et j'ai pilé à l'entrée du village parce que j'ai cru que j'allais prendre des blocs de marbre. Et Ah, en fait, d'accord. je m'aperçois qu'il y avait un passage piéton qui était en trompe-l'œil. En trompe-l'œil. En oui, trompe-l'œil. d'accord. Oui, c'est- Et donc j'ai cru que j'allais prendre. ouais. C'était un trompe-l'œil. Donc je ralentis et je m'arrête dans le village pour prendre un café dans une boulangerie. Je demande à la boulangère, je dis mais vous êtes au courant? Donc ça marche encore sur vous ou pas? Elle me dit oui, parce que souvent je rentre dans le village et je pense à autre chose. Et c'est quoi? C'était quoi? C'est un trompe-l'œil. C'est de la peinture Ah, en c'était de la trompe-l'œil. peinture. De la peinture sur la le route. sol, oui. Et on avait vraiment l'impression que Oui. c'était un Voilà. mur et des blocs. Oui. Incroyable. Et donc, vous vous rendez compte que là, il n'y a pas besoin de Ouais, retirer ouais. les points, il n'y a pas besoin de. Ça joue avec votre psychisme. Toute l'œuvre d'Erickson, pourquoi on ne l'applique pas à l'éducation, à la sécurité routière? Je veux dire, tous ces penseurs différents Son idée, c'est surtout sont des stratèges. Son idée principale, c'est de recadrer une situation pour ne plus la subir, en quelque sorte. Il procède par recadrage. Ouais. Enfin, il a développé énormément de techniques, c'est extrêmement sophistiqué. Ouais. Mais nous devrions avoir des militaires ericksoniens. Nous devrions Vous avoir voulez dire que ça s'applique à tout. À tous les domaines, ouais. À de tout. la vie. Ouais. À tout. Un autre penseur comme Graziani, qui est que j'ai connu enfant, on s'est perdu de vue ensuite, qui a publié un livre prodigieux qui s'appelle L'usage du vide. Nous sommes tous éduqués dans l'idée que pour atteindre un objectif, nous devons être volontaires. Ah oui, plutôt oui, quand même. Et qu'une volonté en acier. Ouais. Sauf que Graziani nous apprend que la plupart de nos objectifs fondamentaux, on ne peut pas les atteindre par la volonté. On ne peut pas être joyeux par la volonté. On ne peut pas s'endormir par la On va volonté. me forcer à être joyeux. Quoi. Non, je ne peux pas dire Alexandre tombe amoureux. Ça ne marche pas. C'est-à-dire, au fond, tout ce qu'il y a d'important, on ne peut pas l'atteindre par la volonté. C'est une pensée quoi, taoïste? Ça vient du taoïsme. Ouais. Et sauf que Graziani, comme notre structure psychique n'est pas faite pour ça, on a beaucoup de mal à le comprendre. Et vous, par exemple, Il le convertit. en quoi cette pensée vous a fait grandir, Alexandre? C'est tout l'objet de mon livre. Ouais, je C'est-à-dire sais. qu'à chaque fois que j'en expose un, j'explique ce qui m'est arrivé dans ma vie. Mais l'œuvre de Graziani, je relis périodiquement parce que naturellement, je suis tenté d'utiliser ma volonté au lieu d'utiliser ce qu'il appelle l'involonté. Et l'involonté, c'est monter une voile, orienter ce que l'on est, Et que le vent Oui. pousse. Mhm. au lieu de souffler comme un fou dans la voile. Sauf que et le vent ne pourrait pas pousser dans des directions contraires. Éventuellement, mais ça peut être intéressant. Mais ça peut- mais en tout cas, tous ces gens nous offrent des clés, des raisonnements différents, et quand on voit, c'est l'anti-20 heures. C'est-à-dire, quand vous regardez le 20 heures, vous avez l'impression que le monde est fini, vous avez un type qui arrive et qui vous dit c'est la fin de l'abondance, je veux dire, c'est faux. C'est fini, vous allez crever de froid. Oui, mais historiquement, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a toujours une fille ou un gars. On parlait parce que parfois, ce sont des salopards, les gens qui pensent autrement. Ah, il y a des salopards. Oui, parce que effectivement, dans votre livre, il y a quand même un magicien diabolique. Ah oui. C'était le banquier d'Hitler. Qui est probablement le plus grand économiste du XXe siècle, parce qu'il a tout réussi.
Ouais. Sauf qu'on ne l'étudie pas parce que c'est le banquier d'Hitler, qui s'appelle Almar Schacht, qui est le premier qui, pendant la guerre de 14, au moment où la Belgique est derrière les lignes, la Belgique est à l'arrêt économiquement. Il va refaire partir avec des méthodes étonnantes. En 23, quand il y a une hyperinflation en Allemagne et qu'il fallait des brouettes de billets pour acheter un pain, il fait un truc de génie. Il fait tomber les banques, il arrête il fait le contraire de ce qu'on a fait en 2008, au moment de la crise financière. Il fout les banques en l'air. Il les fout en l'air, et il fait redémarrer en créant une deuxième monnaie, un marque extérieur, qui était garantie par un capital en livres sterling. Comme il n'avait pas d'argent, puisqu'il fallait qu'il y ait une monnaie pour le garantir, il va à Londres, et il dit aux Anglais, les Français sont des cons, ils veulent nous foutre par terre, et si on est par terre, l'économie mondialisée tombe. Vous êtes des mondialistes, donc vous comprenez. Filez-moi des milliards en livres sterling. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Et donc, il rentre à Berlin, il fait redémarrer son pays avec un capital en livres sterling. C'est-à-dire que, quand je vous dis qu'il y a des magiciens, mais où sont les économistes capables de fabriquer des nouveaux systèmes? Oui, ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce qu'aurait fait cette fripouille aujourd'hui, en quelque sorte. Oui, c'est un fripouille de génie. Oui. C'est ça qu'il faut voir. Et moi, je voudrais juste qu'on parle maintenant, parce que je l'ai un peu connu, pas bien, mais quel écrivain, qu'on parle de votre père. Parce que parmi les magiciens, il y a votre père, Pascal Jardin. Effectivement, Pascal Jardin, et à son propos, vous écrivez ceci: c'est l'unique vrai funambule qui a traversé donc ma vie. Il flottait au-dessus du réel, il consentait avec fringale au risque de vivre. Tous ces gens ont comme papa le point commun de ne pas vivre dans la peur. Ouais, c'est ça. C'est le vrai point commun. À leur génération. Voilà. Ouais. Peut-être parce qu'ils ont eu une vie, une enfance pendant la guerre. Peut-être. Mais et papa me faisait faire deux choses que je trouvais extraordinaires. Quand on revenait le week-end de la campagne, il regardait les panneaux autre direction et il me disait: chérie, si on allait à autre direction. Sauf que entre le dire et le faire, il donnait le coup de volant. Ouais. Et Il le faisait. Oui, il le faisait. Il le faisait, ouais. Et on se retrouvait à Rome. C'est génial. Ou alors, un jour, on s'est retrouvé dans un monastère. J'ai cru qu'il avait vraiment embarqué la bonne sœur. Et donc, je savais, enfant, qu'on avait le droit de sortir de l'autoroute. C'est extraordinaire. C'est ça, c'est tout le livre, c'est le droit de sortir. Mais c'est génial. En plus, et l'action. et vous racontez... Oui, et l'action. Et l'action. Et vous parce que c'est pas racontez- le droit, c'est d'utiliser le droit et de le faire. Ouais, c'est ça. Alors, autre anecdote que vous racontez à propos de votre père, qui était apparemment un personnage, mais complètement hors norme. Quand il craignait que notre quotidien soit trop éteint, il signait des chèques en blanc qu'il planquait dans des bottins, des cabines téléphoniques. Et quand il rentrait à la maison, il vous disait: mon chéri, si quelqu'un en trouve un, nous sommes ruinés. Non, alors, Ce qui est incroyable, c'est que vous l'avez imité il y a 3 oui, ans, non, mais je Alexandre. voudrais revenir là-dessus pour les auditeurs, parce que c'est très important. Imaginez quelqu'un, imaginez-vous, moi, etc. On a de l'argent en banque, etc. Je sors mon carnet de chèques, je fais un chèque en blanc, je signe Berkoff, et je le dépose quelque part, et peut-être que quelqu'un... Mais il l'a fait, votre père, à plusieurs reprises. Oui, il le faisait souvent. Incroyable, mais il n'avait pas... mais votre mère devait... Enfin, vous deviez être quand même fou, non? Il y a pas, Mais on était de toute façon tellement en danger permanent que c'était... Il l'a fait à plusieurs reprises. Oui, mais enfin, il vivait comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il jouait au Risque. poker, il perdait 1 million et après il courait écrire un film pour De Funès. Pour qu'il n'y ait pas une Il a mafia fait qui 100 vienne... scénarios, une centaine de scénarios. une centaine de films. Mais qu'est-ce qui fait que vous-même, vous vous êtes mis en danger il y a 3 ans? Vous le racontez dans votre livre. Vous avez déposé un chèque dans une station de métro à Paris qui, je pense, doit y être encore. Mais tu rigoles, il le dit. Charles de Gaulle étoile. Il dit, écoutez, le chèque doit être... Mais dites-moi... Je l'ai scotché sous un banc. Mais Alexandre, soyons clairs. Vous n'êtes jamais revenu en disant, bon, ça suffit, je vais le reprendre? Non, parce que... Franchement, j'ai été tenté. Bah oui, on peut être J'ai été tenté. J'ai eu un moment de lucidité. oui, je me suis dit... terrible. Mais sauf que... La station est tellement grande que je me souviens plus sur quel quai. Mais je suis persuadée que persuadée que les gens vont partir en quête de ce chèque, quand ils vont voir le livre, Mais il va c'est y avoir clair. il va y avoir des ruées dans Charles de Gaulle étoile. Où il est le chèque Mais d'Alexandre c'est Jardin? clair. Est-ce que vous avez prévenu vos enfants que vous avez fait effectivement cette... Non, j'ai oublié de les prévenir. Oh, les pauvres. Mais maintenant, ils le sauront. Non, mais non, ce qui est Mais formidable... ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre frontalement. Eh C'est oui. ça. Prendre les risques. Oui. Prendre des risques. Non, mais ça veut dire
ce que m'apprend un de mes magiciens du livre, qui est Philippe Petit. Le funambule. Oui, c'est ça. C'est le plus grand funambule de tous les temps, c'est un Français. Ouais. Et qui pour faut moi... rappeler, son plus grand, il est passé en 2 tours à New York. Exactement, les deux Twin Towers, en 76, il passe en contrebande, parce qu'évidemment c'est interdit. Donc il monte son truc comme un casse, et il passe dans le ciel. Et ce qu'il apprend, il y a un livre prodigieux qui est un traité du funambulisme écrit par Philippe Petit, ce qu'il enseigne, c'est la vie frontale. Ouais, c'est l'inverse de notre époque. Et il propose une autre manière d'être français. Et c'est-à-dire mener frontalement sa vie. Et il fait du funambulisme non pas un art de la mort, alors que c'est quand même assez quoi. Il y a de quoi, mais un art de la vie. Et il y a un film que je vous recommande qui s'appelle Man on Wire, qui a été fait, un documentaire américain, qui raconte tout ça. Oui, sur lui. Et à la fin, quand il a fini et qu'il est arrêté par la police à New York, il jubile de vie. D'ailleurs, il couche avec une fille au passage. Pas sur le fil, quand même. Non, mais on sent qu'il est dans une espèce donc, en fait, le contraire du 20h. Oui, c'est ça, oui. En fait, votre goût pour les déformatés, tout vous vient de votre enfance, Alexandre Jardin. On avait le droit. Ouais. Chez nous, on avait le droit. Oui, vous dites qu'effectivement, chez les Jardins, la normalité était une disgrâce, l'inertie mentale, une bassesse et les opinions convenables, un déshonneur. C'était clair. On n'avait pas le droit. Ma grand-mère, la mère de papa, un jour, je la cite parce qu'elle fait partie de mes magiciennes, un jour, elle me demande de la ramener en France, parce qu'elle vivait en Suisse, pour retrouver un ancien amant. Et votre grand-mère. Oui, ma grand-mère. Et je ne devais pas le dire à mes oncles. Et avant de partir, je lui demande son passeport. Et elle me dit, je n'en ai pas. Je lui dis, il est peut-être périmé. Elle me dit, non, je n'en ai pas. Et je suis contre. Ah bon, d'accord. Et je lui dis, c'est pas une opinion d'avoir un passeport. Il faudrait peut-être mieux avoir un papier. Et je lui dis, mais elle me dit, je sais qui je suis. Ah, c'est magnifique. C'est joli, Elle a dit ça, oui, je sais qui je suis. Ah, c'est formidable. Et donc, l'idée qu'un État puisse la définir ne lui traversait pas le citron. C'est formidable. Et quand je lui ai dit, mais il faut que tu prouves. Elle m'a dit, sois sérieux. Pourquoi le douanier aurait plus confiance en un bout de papier qu'en moi ? Et donc, est-ce qu'elle s'est retrouvée à des postes de frontière ? J'imagine que oui. Non, parce que j'ai repéré des postes de frontière avec la Suisse qui sont fermés la nuit. Et donc, on est passé en France. Il y en a un derrière plus singe. Pour ceux qui voudraient passer. On ne donnera pas l'adresse là, à l'antenne. Non, il y en a un qui est fermé la nuit. Et j'ai fait des repérages avant et j'ai dû pour pouvoir passer ma grand-mère. On va continuer à parler, Céline. Oui, effectivement, Alexandre Jardin, on va continuer de parler donc de vos maîtres à penser dans un instant sur Sud Radio. Alors surtout restez avec nous parce que il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre avec ce livre extraordinaire d'Alexandre. À tout de suite. Alors Alexandre Jardin, vous êtes l'héritier effectivement d'une lignée de grands bourgeois. À ce propos donc, Flaubert parlait donc des bourgeois et il a dit la haine du bourgeois est le commencement de la vertu. C'est vrai, mais je voudrais. Vous partagez cette pensée ? Oui, je voudrais. Allez-y, avant de, parce que je crois qu'il va partager encore mieux. Léon-Paul Fargue, le grand poète Léon-Paul Fargue disait « J'appelle bourgeois quiconque renonce à soi-même, au combat et à l'amour pour sa sécurité. » Sublime. C'est joli. Sublime. Mais en fait, j'éprouve un grand malaise devant toutes les formes de conformisme. Oui, de gauche, de droite, bourgeois ou pas. Les conformismes gauchistes, les conformismes c'est-à-dire que dès que l'être humain renonce à exister, parce qu'en fait, l'enjeu, c'est d'exister ou pas. Oui. D'être le propriétaire de sa pensée ou pas. Et c'est vrai que dans ma famille, les gens l'étaient. Et on parlait de ma grand-mère, et c'est elle qui m'a fait découvrir Cook, le navigateur. Et elle me raconte un jour cette histoire extraordinaire que j'apprends par elle. C'est qu'à la fin du 18e, on pensait encore, il y avait une croyance, c'était qu'il y avait un grand continent austral dans l'hémisphère sud, qui était là pour contrebalancer la Terre et les terres immergées du Nord. Donc oui, fin 18e siècle, on pensait encore ça. On pensait encore ça. Et Cook est envoyé dans l'hémisphère austral pour démonter un mythe.
Alors que on l'envoie dans cette intention. Oui. C'est ça, d'accord. C'est-à-dire qu'on l'envoie pour démontrer que c'est un mythe. On l'envoie pas pour trouver une terre, mais pour ne pas trouver une terre. C'est l'anti-Christophe Colomb. Oui, c'est l'anti-Christophe Colomb. Ouais. Et donc, ma grand-mère me disait qu'il y avait des gens très sérieux qui avaient financé des bateaux pour détruire des mythes. C'est magnifique, oui. C'est formidable, ça. Et, oui. et elle me En disait... général, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est On va dingue. découvrir l'or, Ouais. on va découvrir les matières premières, etc. Pour mettre un drapeau, quoi. Ben oui, mettre un drapeau. Non. Et elle me disait, peut-être que dans ta vie, il faudra que tu fasses des grands voyages pour détruire des mythes. Alors, quel mythe, effectivement, vous avez détruit totalement dans votre vie? En tout cas, En vous, En- dans votre en- vie personnelle? Alors, en moi, il y avait un mythe fou dans ma famille, qui était on traitait comme un demi-dieu mon grand-père. Jusqu'à ce que je finisse par me poser quand même 3 questions. Jean Jardin. Qui était directeur de cabinet de Pierre Laval en 42-43. Et donc, il n'y avait aucune forme de culpabilité dans ma famille. Mais aucune. Jean Jardin était un grand homme, enfin, voilà, le grand homme. Le grand homme de la famille. Et jusqu'à ce que je comprenne aussi que tous les amis de la famille avaient plus ou moins trempé. Et qu'au fond, l'environnement des Jardins, c'était un environnement pro-nazi dans des proportions terrifiantes. Mais vous avez découvert ce secret de famille en quelque sorte à quel âge? Quand un ami, la première fois qu'on m'alerte, c'est un ami qui était très érudit, qui avait 16 ans, qui me dit « J'ai lu les livres de ton père et il y a un problème dans ta famille. Les dates ne sont pas bonnes. » Et je lui dis « Pourquoi ?» Il me dit « Il est nommé DIRCAP de Pierre Laval en avril 42 et l'Arabe du Veldiv, c'est en juillet. » Et je dis « À l'époque, je ne savais pas bien ce que c'était que l'Arabe du Veldiv et un DIRCAP encore moins. Bah ouais. » Et directeur de cabinet, je précise. Oui. Je ne savais pas ce que c'était. Bah, ouais. Et je lui dis, où est le problème? Il me dit, le problème, c'est que juillet arrive après avril. Donc, le problème, c'est qu'il était aux manettes. Eh ouais. Et donc, il était plus qu'au courant. Et le problème, c'est qu'il reste 2 ans derrière. Et ça vous fait réagir comment, à ce moment-là, Alexandre? C'est impossible à intégrer d'un coup. Eh oui. Parce que pour intégrer une information aussi énorme, il faut que ça vienne dans un contexte qui a du sens. Or, notre famille n'avait pas l'air de ça. Oui, parce que effectivement, vous le racontez dans un livre que vous avez publié en 2010, Des gens très bien. Il n'avait pas le profil d'une fripouille en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Donc, Il n'y a pas de profil. Hein, de Oui, mais bon. voilà. C'était un homme apparemment le truc, c'est qu'il droit, m'a fallu. ouais. C'est pour ça que le livre s'appelle Des gens très bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, les gens très dangereux dans une société, ce sont les gens très bien. Mais ce qui est intéressant, juste un mot là-dessus, parce que vous en parlez là, vous en avez beaucoup plus parlé dans le livre que cite Céline, bien sûr. Mais moi, je suis assez étonné de donc Jean Jardin, effectivement, et vous dites c'est pas possible, DIRCAP de Laval pendant 2 ans, et il a couvert tout ce qu'il a couvert, en tout cas, il était au courant, etc. Mais est-ce que, à un moment donné, est passé le fait que, on a vu que quelqu'un qui était très différemment, c'est René Bousquet, qu'on retrouvait à la Tché chez Mitterrand. René Bousquet, je rappelle, secrétaire général de la police de Vichy, et auteur direct, partir de l'Arabe du Veldiv. Mais administrativement en dessous de grand-père. Mais exact. Au-dessous, oui, exact. Il n'est qu'un exécutant par rapport. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est pour ça que vous avez eu envie d'écrire, de réagir, etc. Oui, porter ce nom de famille, en fait, est-ce que ça a été un poids pour vous, Alexandre? Plus j'ai commencé à avancer là-dedans, et puis un jour, je me rends compte que mon père écrit un livre à la gloire de son papa, qui s'appelle La Bête à jaune. Un premier et un deuxième qui s'appelle La Bête à mon Dieu, et la préface est de François Mitterrand, qui est une préface à la gloire du DIRCAP de Laval. Ah oui. Et quand ça sort, quand les photos de Mitterrand recevant la Francisque sortent, je me dis, il y a bien quelqu'un dans la presse qui va se rendre compte. Et à l'époque, personne ne s'en rend compte. Les photos sont sorties, je le rappelle, en 95, quelques mois avant la mort de Mitterrand. Pierre Péan écrit Une jeunesse française. Oui. C'est ça. Et c'était placardé dans la rue, sur les kiosques. Et moi, je me dis, c'est pas possible. Il y a bien quelqu'un qui va se rendre compte que la préface... Et en fait, personne ne le voit à ce moment-là. Mais donc, il me faut des années avant d'admettre les choses comme elles sont. Et avant de prendre la décision de publier un livre qui est une vraie pensée différente par rapport au mien. Ouais. Là aussi, vous avez fait le pas de côté. Le vrai par pas de rapport à côté. votre famille, Oui, par rapport complet. à ce qu'on disait, par rapport à tout ça. Quoi. Oui. Vous faites le pas de côté en disant, attendez, mon grand-père a un problème. Quoi. Oui, problème. Oui, vous allez plus loin parce que vous avez écrit
que votre ambition dans ce livre, c'était en quelque sorte de purger votre ADN. Je voulais pas que mes fort. fils portent ça. C'est ça, ouais. Et que mes filles portent ça. Et en fait, quand on sort comme ça un gros secret de famille, et qu'on pense différemment à l'intérieur d'une famille, on allège la suite. À l'époque, mon troisième fils était en classe de troisième, et il y a des gosses qui le prennent à partie dans la cour de récré et qui lui disent « Dans ta famille, ils ont tué des juifs ». Je dis « Qu'est-ce que tu as répondu ?» Il dit « J'ai dit oui ». Ça leur a coupé le sifflet. Il me dit « J'en ai parlé avec des copains, et finalement, c'est bien que tu l'aies fait, j'aurais pas à le faire ». Mais il faut parler de ça, Alexandre, dans votre livre, vous parlez de ce moment où vous allez dans un collège un peu islamiste, enfin en tout cas à Marseille. Islamiste, à Marseille, c'est ça, et racontez, parce que... C'est une scène terrifiante. Oui. C'est une scène extrêmement violente, parce que je viens parler de mon livre, et j'ai un rempart de gens d'un antisémitisme abject. Et qui m'en veulent d'avoir écrit ce livre et de remettre en question mon grand-père. Pour eux, c'est un deuxième blasphème. C'est presque une idole, oui. C'est ça. Et ça devient assez violent. Et comment vous en êtes sorti, justement? En disant les choses? En disant les choses et en acceptant l'affrontement. Je pense qu'à un moment, il faut accepter les affrontements. Il faut accepter l'affrontement, absolument. Il ne faut pas accepter certaines choses. J'étais assez content de ne pas me faire totalement détruire. Je comprends. Par coup de chance. Mais la pensée différente, elle comporte toujours un risque. Quand on parlait de Hohenstaufen, quand il fait venir les professeurs arabes dans les universités d'Occident pour changer notre mode de pensée, quand même, il va être excommunié 3 fois. Oui, c'est vrai. Et la garde prétorienne qui défend l'empereur d'Occident chrétien, elle est musulmane. Parce qu'il avait besoin de soldats qui allaient désobéir au pape. Oui, c'était pas évident. Hein. Donc quand on pense différemment, il faut quand même sortir casqué. Alors justement, il y a un autre homme, effectivement, qui vous a initié à une pensée différente. Vous lui rendez hommage dans votre livre, c'est Pilecki. Racontez-nous qui est cet homme. C'est un des hommes les plus perturbants. C'est un Polonais. C'est le seul homme qui est déporté volontaire à Auschwitz. Pour quelle raison? Qui a accepté, oui. Volontairement. Oui. En fait, l'armée polonaise secrète commence à comprendre qu'il se passe quelque chose à Auschwitz, mais ne sait pas exactement ce qui se passe dedans. Et l'armée polonaise secrète décide d'envoyer un agent, avec 2 missions. Un agent dans le camp? Dans le camp. D'accord. Dans le camp, faire un rapport chiffré, décrivant ce qui se passe, et structurer des réseaux de combat pour reprendre le contrôle du camp en interne, pour qu'en cas de soutien allié, on puisse neutraliser les gardes. Libérer le camp, etc. Oui. Il n'y a pas beaucoup de clients j'imagine, pour partir, et il y en a un qui s'appelle Witold Pilecki. Et ce qui est très curieux, c'est que Pilecki rentre, je ne sais pas si vous imaginez le risque qu'il court à chaque fois qu'il recrute un agent. Oh, j'imagine. Puisque tout le monde est affamé, on peut acheter quelqu'un avec un quignon de pain. Il monte à peu près une structure d'à peu près 1000 agents en interne. À l'intérieur du camp. À l'intérieur du camp. Y compris coordonnés avec les autres structures de résistance. Il monte ça, il fait son rapport et il le fait sortir. Il le fait sortir... de quelle façon? Fin 42, en le faisant apprendre tous les chiffres par cœur par un mec. Et il organise l'évasion de ce type avec 2 autres. Le type apprend par cœur tous les chiffres. Tous les chiffres. Les chiffres sortent dans le cerveau... Et Pilecki organise tout. Mais ce qui est prodigieux, c'est que lui n'est pas déporté. Il est volontaire. Donc, la structure psychique de ce type n'est pas celle de quelqu'un qui... Oui, qui a été envoyé, qui a été... Oui, bien sûr. Sa structure psychique, c'est celle d'un type qui va... Et ce qui est prodigieux, c'est qu'il la maintient, parce que tout était fait pour perdre sa structure psychique. Et il la maintient, et donc il organise l'évasion, il fait sortir le rapport, il attend. Quand il comprend que les Alliés ne vont pas les aider... Il est écœuré, il sort. Il s'échappe en 43, ouais. Oui. Et il arrive à s'échapper. Il s'échappe. Donc, il est resté combien de temps? 947 jours, incroyable. 947 jours. Et il sort. 2 ans. Et donc, ce Pilecki nous apprend que quand on refuse à 100%, je veux dire à 2000%, d'être défini par un autre, quand on maintient sa structure psychique, on peut rentrer à Auschwitz, faire un rapport, le faire sortir, et quand on n'est pas content, partir. Alors, c'est exceptionnel. C'est incroyable. Oui, mais le mec, je comprends. Oui, mais en tout cas, évidemment que c'est exceptionnel. Bien sûr. Mais il le fait.
Il le fait. Et Donc quand il sort. Il sort. Ça. Ah oui. Mais Il vous, sort. Alexandre Jardin, en quoi il vous a aidé dans votre propre vie, cet homme? C'est un homme auquel je pense très souvent dès qu'on me définit. De quelle façon? On vit dans une société où on vous définit. Dans la vie publique, on vous colle une étiquette. Voilà, les étiquettes, les distributeurs étiquettes. d'étiquettes. Oui. Ouais. Je veux dire, pour moi, c'est une référence à laquelle je pense très souvent. C'est-à-dire que, alors, lui est un cas extrême d'héroïsme absolu, mais nous avons la possibilité de maintenir de ne jamais nous laisser définir par autrui. Ça fait partie de notre ADN. Ça fait partie de l'être humain. Et il y a certains êtres humains qui... Surtout que nous ne vivons pas dans des circonstances aussi extrêmes Oui, voilà. que ce qu'a connu Pilecki. Donc, nous, il faut quand même rester oui, mais en proportion. lui, il est au maximum. Bon. Mais il démontre que même dans une situation maximale, l'être humain, ça peut être ça. Et j'aime profondément cet homme. J'aime qu'il y ait des êtres humains qui vont voir très très loin dans les possibilités de notre espèce. Et les magiciens, pour moi, ce sont des gens qui déplacent les murs porteurs et qui nous disent qu'ils sont un peu plus loin que ce qu'on avait imaginé, qu'on a le droit d'étendre notre être. Et justement, vous racontez... En fait, juste un mot, Sartre disait ça, ils élargissent le champ des possibles. Oui, ils les élargissent. Voilà, c'est ça. Ils élargissent le champ des possibles. Ouais, Céline. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Et donc, ce sont des gens qui sont... Mais remarquez que nos sociétés s'en foutent. Vous n'avez jamais entendu parler de Pilecki? Non. Mais vous, comment il est entré dans votre vie, alors? Par une femme polonaise. Dans mon livre, en fait, je raconte à chaque fois comment ces gens rentrent. Oui. Parce qu'en fait, on les rencontre pas par hasard, ces gens. Lui raconter la scène chez le dentiste. Oui. C'est ça. Ouais. Oui. Ouais. Par une amie polonaise qui est une spécialiste des grands singes. Donc de vous. De moi aussi. Ouais, vous êtes vachement poilus, les mecs. Et c'est quelqu'un qui a un rapport au risque qui n'est pas le nôtre et que j'ai découvert au moment où il y avait encore le communisme en Pologne et qui sort. Et un jour, on se rend compte que toutes ses dents étaient pourries parce que de la médecine là-bas, quand on avait des plombages, on soignait pas en dessous. Bref, et je me souviens de sa honte, de sa gêne, de venir d'un pays merdique. Et je l'emmène chez le dentiste et je m'aperçois, le dentiste est un peu surpris, elle refuse l'anesthésie. Cette dame. Ouais. Et, ah bon? Oui. Elle dit je ne veux pas me faire. Je veux pas. Alors qu'on ressemblait tout. Bon. Moi, je ferais pas ça. Et elle me fait comprendre que c'est son rapport particulier à la souffrance qui lui permet de s'approcher des singes. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans la peur de prendre un coup. Quoi. Donc c'est déjà une femme qui est déjà assez loin. Oui. Et c'est elle qui un jour, en discutant, me parle de Pilecki. Mais en fait, les magiciens, ils en connaissent d'autres. Ça. Il y a un réseau presque secret, souterrain, qui fait que les gens vous parlent de tel ou de tel ou de tel. Ouais. Et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, à partir de la semaine prochaine, je vais faire des Facebook Live pour qu'on fasse des Facebook Live thématiques de manière à ce que les magiciens actuels, qu'on ne voit pas forcément, entrent en relation et développent pour la France une réflexion collective. Auditeurs du Sud Radio, si vous connaissez des magiciens, si dans votre vie il y a des magiciens, alors où est-ce qu'ils peuvent, comment ils peuvent se lier à quel site, vous suivez etc. ma page Facebook et la semaine prochaine je vais faire le premier qui sera consacré à l'éducation. On parlera des magiciens de l'éducation et il y a déjà des instituts qui ont décidé de faire d'animer ce groupe Facebook. Belle idée. Et on va lancer ça. Parce qu'en réalité, ils existent, ils nous écoutent. Bien sûr. Ils sont partout. Et il y en a partout. Il y en a partout. Eh oui. Il y en a dans la gendarmerie, il y en a chez les profs, chez les agriculteurs partout. et ailleurs. Et il y a un magicien qui vous a aidé à aimer autrement. Grâce à lui, vous avez effectivement donc rencontré la femme de votre vie. Vous allez tout nous raconter dans un instant sur Sud Radio, bien sûr. À tout de suite. Et vous, eh bien, c'est une jeune Canadienne qui a sublimé la vôtre en vous apprenant à aimer autrement. Vous lui rendez hommage donc dans votre livre Les Magiciens, un livre extraordinaire, chers auditeurs, un livre paru hier, donc chez Albin Michel. Qui est cette femme? C'est l'être le plus élevé que j'ai rencontré de ma vie.
C'est-à-dire quelqu'un qui replace tout à son juste niveau. C'est une femme qui m'a fait découvrir sa spiritualité alors que je n'en avais aucune. C'est un être d'une ampleur phénoménale et qui est derrière ce livre. Et je l'ai rencontré... Alors comment vous l'avez rencontré, justement? Elle a fait par un commentaire de Twitter, c'est-à-dire par rien. Ah, elle avait fait un commentaire sur par Twitter. Rien, mais par rien. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai su tout de suite que c'était ma femme. Et En lisant ce commentaire. Incroyable. oui. Et elle, je savais que c'était elle. Est-ce que vous aviez vu sa photo sur Twitter ou pas du tout? Non, je ne savais pas de quoi elle avait l'air parce qu'il y avait une toute petite photo, on ne peut pas les grossir. Ouais. Donc je ne savais pas du tout de quoi elle avait l'air. Et a commencé une correspondance. Au bout d'un mois, je me suis aperçu, on s'est dit qu'il fallait se voir. Mais ce n'était pas le sujet, de toute façon, je voulais l'épouser. Et c'était pas le sujet. J'aimais un être. Vous voulez dire déjà, Incroyable. franchement, vous pensiez que vous allez l'épouser. Enfin, vous dites, J'ai je vais déjà l'épouser. demandé un mariage. Donc Mais sans même avoir entendu sa voix, donc vous n'avez Oui. même pas, vous Non, n'êtes pas je téléphoné. savais que C'est-à-dire, vous étiez resté par correspondance privée sur Twitter. oui. D'accord. Et tout à coup, enfin, je sais que c'est elle. Non, mais c'est vrai. Et au bout d'un mois, elle apparaît, et là, stupeur, je découvre une des plus belles femmes du monde. Mais c'était pas du tout Ouais. Tout à coup, j'ai eu l'impression d'être dans un conte de fées. Et parce que dans le conte, la princesse a une tête de princesse. Et tout à coup, c'est complètement dingue. Et comment j'ai tout fait pour aller au Canada, mais le Canada était le pays le plus fermé du monde. C'était vraiment la Corée du Nord. Oui, Covid. on était En plein pendant En plein le Covid. confinement. Hein. Et, Ouais. et donc, on parle, et à un moment, je prends une décision pour notre couple, d'aller me faire une vasectomie. Attendez, juste un mot avant ça. Elle était d'accord, déjà, quand on lui a dit « je voudrais vous épouser ». Est-ce qu'elle était d'accord? Comment elle réagit, elle? Ça semblait naturel. Ah oui, il n'y a même pas eu de Incroyable. discussion, Oui, non. il n'y a pas eu de... ouais. On est dans... En fait, quand vous êtes vraiment né pour quelqu'un, il y a une forme d'alignement de tout. Tout à coup, vous découvrez l'amour autrement. C'est-à-dire que... Et pourquoi vous avez fait, alors pardon, je vous ai interrompu à ce moment-là, Alexandre, vous avez fait une vasectomie? Oui, parce que je pensais que c'était mieux pour ne pas mettre de la chimie dans son corps. Et tant que j'ai été voir un médecin à l'hôpital Pompidou à Paris, qui m'a dit, est-ce que le couple est d'accord? Je lui ai dit oui, mais on ne s'est jamais vu. Et le type a pris un peu peur, et donc il a fallu un peu de temps avant d'expliquer. Et puis ensuite, on Et a elle ne décidé- voulait pas avoir d'enfant? c'est ça? Non, on en a. On Elle en adore a nos aussi. enfants, oui. Ah, d'accord. Et- Ah oui, vous en avez aussi, oui, bien sûr. donc, et on a décidé de s'aimer vraiment, d'être vraiment Oui, un couple. vous. Et ensuite, on n'en pouvait plus du confinement. Oui, Et donc, on a décidé ensemble qu'on allait acheter notre maison dans le sud de la France. Et je suis rentré dans une agence et j'ai dit, je voudrais une maison pour une femme que je n'ai jamais vue. Et les gens ont réagi comment? Dites-nous. Je suis tombé sur d'autres magiciens. Mais parce qu'en fait, quand vous êtes dans cette dimension, tout coule. Ouais. Enfin, les gens arrivent. Oui, Les gens arrivent. voilà, les gens arrivent. Et je tombe sur le magicien dont je parle, qui s'appelle Meurice, et qui est un homme qui réinvente des maisons de manière extravagante et qui me fait découvrir une de ses maisons à lui. Et pour m'expliquer comment on pourrait la refaire, il prend une masse et il se met à détruire le plancher. Devant vous. Devant moi. Il me passe la masse et il me dit, ça fait un bien fou, vous voulez pas? Et là, la scène est démente. Et je lui dis, je l'achète. Il me dit, elle n'est pas à vendre, elle est à moi. Je lui dis, je ne vous dis pas qu'elle est à vendre, je vous dis que je l'achète. Et pendant ce temps-là, je l'ai appelée tout de suite, je lui ai dit, on a trouvé. Et elle a passé 1 an avant que je la voie. Ah Je l'ai ouais, pas vue pendant 1 an. Elle est sur le Bon Coin chercher des meubles. Et j'allais chez les gens et je leur racontais comment... J'ai jamais vu ma femme qui cherche des meubles. Oui, voilà. C'est Pour extraordinaire. une maison qu'elle n'a jamais vue. Et finalement, Formidable. j'ai assemblé le tout. Et il y a quelque temps, elle est rentrée dans ce décor qu'elle avait rêvé, où elle avait tout dirigé de loin. Ouais. Et ben voilà, c'est ce qu'il fait, c'est QFD, ce qu'il fait qu'Alexandre Jardin, qui a écrit, qui vous décrit ces magiciens. Et lui-même un magicien, mais je vous dis, auditeur de Sud Radio, je suis sûr que parmi vous et autour de vous, c'est surtout ça. il y a des magiciens. Et cherchez-les. C'est une très bonne œuvre.
Et oui, et lisez surtout Les Magiciens, paru hier chez Albin Michel. C'est vraiment une antidote à notre époque. Et je pense qu'il va falloir l'avoir à portée de main dans les mois à venir, André Berkoff. Tout de suite sur Sud Radio, eh bien, c'est Brigitte Lahaie. Comment garder intact son désir intérieur et le désir pour son partenaire? Eh bien, réponse dans un instant avec le sexologue Philippe Arlin.